À minuit, j'ai demandé à mon beau-père de baisser un peu la télévision pour que mon fils puisse dormir. Ma belle-mère a crié, en colère, « Si tu ne peux pas vivre ici, alors va-t'en ailleurs. » J'ai enlacé mon fils et je suis parti vivre seul. Les aiguilles de l'horloge approchaient de minuit. La nuit aurait dû apporter le silence, mais l'appartement de 3 pièces, situé dans une rue étroite et bruyante d'un quartier central de Madrid, vibrait par intermittence. Des bruits de coups de feu, d'épées qui s'entrechoquaient et d'explosions retentissaient. Le son provenait du vieux téléviseur du salon, si fort que les murs semblaient sur le point de se fissurer. Dans la petite chambre du 2e étage, Léo, âgé d'à peine 6 mois, sursauta. L'enfant éclata en sanglots, un pleur étouffé et angoissé parce que son sommeil avait été brisé. Hélène courut embrasser son fils, lui tapotant doucement le petit dos, fredonnant des berceuses saccadées, mais le téléviseur en balança une autre rafale de son strident. L'enfant pleura encore plus fort. Dans le couloir, la voix perçante de Madame Carmen, sa belle-mère, résonna, coupant les pleurs du bébé. Quel manque de respect! Elle ose déjà profiter de la famille de son mari. Si tu peux supporter, supporte. Et sinon, va-t'en ailleurs. Elle se tenait, les mains sur les hanches, sur le palier de l'escalier, levant le menton vers la porte fermée de la chambre. À l'intérieur de cette chambre, Hélène ne répondit pas un seul mot. Elle laissa son fils qui sanglotait dans le berceau et lissa ses cheveux ébouriffés. Son ombre se projetait sur le mur avec une quiétude terrifiante. Elle se dirigea vers un coin de la pièce et sortit une petite valise. Elle y rangea chaque vêtement, chaque pot de lait en poudre de l'enfant, ordonné, sans un sanglot, sans un mot d'explication ou de reproche, juste le bruit de la fermeture éclair de la valise déchirant l'air sec. Officiellement et définitivement, la chaîne des jours de soumission d'une femme avant que le verrou et la fermeture éclair ne prononcent leur verdict. Tout dans cette pièce avait été suffocant depuis longtemps. Sur le lit, Xavier, le mari d'Hélène, se tourna sur le matelas. Il se couvrit la tête avec la couverture, murmurant, « Console l'enfant. Demain, je dois me lever tôt pour une réunion. » Hélène regarda son mari. Ses yeux étaient calmes, ne contenaient pas de colère, mais une fatigue fossilisée. Doucement, elle reprit Léo, ouvrit la porte de la chambre et descendit les marches lentement. La lumière bleuâtre de l'écran du téléviseur se reflétait sur le visage inexpressif de Monsieur Manuel, son beau-père. Il était assis là, les yeux rivés à l'écran, ignorant que le volume était au maximum. Hélène inspira profondément, garda sa voix aussi douce que possible et s'approcha du canapé. « Beau-père, pourriez-vous baisser un peu le volume du téléviseur, s'il vous plaît ?» L'enfant a sursauté et pleure. Il ne peut pas dormir. Monsieur Manuel ne sembla pas l'entendre ou feignit de ne pas vouloir l'entendre. Ses yeux ne quittèrent pas les scènes d'action à la télévision. Au même moment, de la cuisine apparut Madame Carmen. Les yeux exorbités, elle jeta avec force le torchon sur une chaise. « Regarde comme elle est maligne, mademoiselle. Maintenant, tu vas aussi interdire le seul divertissement de ce pauvre vieux. » Hélène se tourna pour regarder sa belle-mère, gardant une attitude mesurée. « Je n'interdis rien, je vous demande juste de baisser un peu le volume. Léo est malade. Il a sursauté en pleurant et a vomi tout son lait, belle-mère. » Mais Madame Carmen n'avait pas besoin de raison, elle avait juste besoin d'une excuse pour décharger son malaise accumulé. Elle s'approcha et pointa directement le visage d'Hélène. « Que les enfants tombent malades, c'est le lot des enfants. Dans cette maison, les choses ont toujours été ainsi. Ils regardent des films le soir depuis 10 ans et personne n'est mort du bruit de la télé. Il n'y a que toi qui es une petite dame précieuse, qui t'énerve pour un rien. Si tu te maries, tu dois t'adapter aux coutumes de la maison de ton mari. Et si ton ouïe ou ta vue te dérange, je t'invite à prendre l'enfant et à aller ailleurs. La maison n'était pas un endroit pour ce genre de belle-fille. » Quoi? Sans rien apporter, elle voulait déjà commander ses beaux-parents. Les cris de Madame Carmen furent si forts que Léo, à l'étage, sursauta de nouveau et éclata en sanglots. En entendant son fils pleurer, Xavier descendit maladroitement les escaliers. Il vit la scène. Sa mère debout, les mains sur les hanches, et sa femme debout en silence. Au lieu de demander ce qui se passait, Xavier attrapa précipitamment la main d'Hélène et la traîna vers l'escalier. « Ça suffit, ne dis rien de plus. Maman est en colère. Tu ne vas pas mourir si tu supportes une fois. Papa regarde juste la télé un moment. Tu prends l'enfant, tu le consoles un peu et c'est tout.
Pourquoi dois-tu toujours faire une scène et semer la zizanie dans la maison? Hélène regarda la main de son mari, serrant la sienne. Elle sentit clairement la lâcheté se transmettre à travers ses doigts. L'homme qu'elle appelait mari n'avait jamais défendu une seule fois le sommeil de son propre fils. Il ne se souciait que de savoir comment faire pour que sa mère ne crie pas, comment obtenir lui-même une nuit de sommeil tranquille. Hélène retira la main de Xavier. Le mouvement ne fut pas brusque, mais absolument décidé. Elle leva les yeux et regarda directement sa belle-mère. Madame Carmen était toujours là, debout, avec un air de satisfaction de voir son fils prendre son parti. Elle était sûre que, comme toutes les fois précédentes, Hélène devrait baisser la tête et demander pardon, qu'elle retournerait tête basse dans sa chambre et supporterait. Car à ses yeux, Hélène n'était qu'une belle fille qui travaillait comme administrative avec un salaire de misère et vivait aux dépens de la famille de son mari. Mais cette fois, Hélène ne baissa pas la tête, n'ouvrit pas la bouche pour se justifier. Ses yeux étaient aussi calmes qu'un lac en hiver, froid et profond. Elle se retourna et remonta lentement les marches vers sa chambre. Xavier soupira de soulagement, pensant que la tempête était passée. Il se tourna et dit à voix basse à sa mère, « Maman, laisse-la. Ensuite, je monte et je lui dis 2 mots et c'est fini. » Mais Xavier se trompait. Quand il entra dans la chambre, la scène devant ses yeux le laissa stupéfait. Hélène avait la petite valise grande ouverte. Elle y mettait ses vêtements, les couches et le lait de l'enfant. Chaque mouvement était lent, précis et sans aucune hésitation. Xavier fronça les sourcils. Son ton conservait encore un air de supériorité. « Qu'est-ce que tu fais? Qui veux-tu effrayer avec cette crise de colère? Maman a dit 2 ou 3 choses. Pourquoi exagères-tu autant? » Hélène ferma la fermeture éclair de la valise. Le son déchira l'air sec. Elle prit Léo dans ses bras et lui mit une fine couverture pour le protéger du froid de la nuit. Ce n'est qu'alors qu'elle regarda Xavier. « Je n'effraie personne. Ta mère a raison. Si on ne peut pas rester, on s'en va et je choisis de partir. » Xavier resta pétrifié. Il essaya de tendre la main pour l'arrêter, mais le regard d'Hélène l'arrêta net. Il n'y avait pas de ressentiment en elle, juste du vide, comme si l'homme qui se tenait devant elle n'avait plus aucune valeur. Hélène prit la petite valise et, l'enfant dans ses bras, passa devant Xavier. Quand elle traversa le palier de l'escalier, Madame Carmen était toujours là. Elle regarda la valise, les yeux exorbités, et laissa échapper un rire moqueur. « Si tu mets un pied hors de cette maison, n'ose pas revenir en rampant pour demander pardon. Ah, voyons combien de temps tu tiendras à errer avec l'enfant. » Hélène ne s'arrêta pas. Elle alla directement à la porte principale. Sa main tourna la poignée et ouvrit la porte en grand. L'air froid de la nuit entra d'un coup. Le taxi qu'elle avait commandé via une application l'attendait déjà au coin de la rue. Hélène claqua la porte derrière elle. Elle laissait derrière elle un mari lâche, une belle-mère tyrannique et un tas de factures qui, le lendemain matin, commenceraient à déchirer l'hypocrisie de cette famille. Le soleil brillant du matin s'infiltrait par les fentes des volets. Xavier se remua. Sa main, par habitude, chercha son côté vide. Le drap était froid. Il n'y avait pas la chaleur familière de sa femme. Il n'y avait pas le tintement de la préparation du biberon pour l'enfant. Xavier ouvrit brusquement les yeux et fixa le plafond. Les souvenirs de la nuit précédente revinrent en trombe. Le son strident du téléviseur, les insultes de sa mère et le bruit sec de la fermeture éclair de la valise. Il s'assit et se décoiffa. Dans la tête de Xavier, l'idée était encore enracinée qu'Hélène ne faisait qu'une crise de colère, que les femmes après l'accouchement sont sensibles, qu'elle bouderait et irait chez ses parents quelques jours et qu'ensuite tout reviendrait à la normale. Un peu d'orgueil masculin lui fit claquer la langue. Qu'elle s'en aille pour qu'elle sache à quel point il est difficile de s'occuper seule de l'enfant. Dans quelques jours, elle reviendra seule pour demander pardon à maman. Xavier se leva du lit et alla à la salle de bain. Le tube de dentifrice était vide la veille et personne ne l'avait remplacé. Sa serviette était jetée négligemment sur le porte-serviette depuis la veille au soir. Elle était maintenant humide et froide. Tous les jours, dès qu'il entrait, la pâte était déjà sur la brosse. La serviette était sèche et sentait le propre. Xavier fronça les sourcils. Il fouilla dans l'armoire à glace pour trouver un nouveau tube. L'irritation lui montait à la poitrine. Il descendit les escaliers. La maison était étrangement silencieuse. Normalement à cette heure,
l'odeur de café fraîchement moulu et de toast montait déjà de la cuisine. La machine à laver ronronnait sur les tendoirs et Hélène allait et venait, consolant l'enfant tout en préparant le petit déjeuner pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'odeur de nourriture, juste l'odeur rance de la maison après la nuit. Dans le salon, son père, Monsieur Manuel, était assis dans le fauteuil. Il regarda la théière froide sur la table puis regarda vers la porte. Tous les jours, Hélène laissait une théière de thé chaud préparée, juste comme il l'aimait. Dans la cuisine, le bruit des casseroles et des poêles qui s'entrechoquaient résonnait. Madame Carmen était devant les fourneaux, l'air renfrogné, réchauffant un reste de tortilla de pommes de terre de la veille. En voyant Xavier descendre, elle éleva immédiatement la voix. « Tiens. Regarde ta femme. Elle est vraiment partie. Elle a laissé cette maison sans nourriture ni rien. À mon âge, le matin, je dois encore servir ton père et toi. » Xavier tira une chaise et s'assit à table. Il regarda le morceau de tortilla brûlé sur les bords et le café à queue que sa mère venait de servir. La différence entre le petit déjeuner d'aujourd'hui et celui d'hier était trop évidente, mais il tenta de maintenir les apparences. « Bon, maman, elle est en colère. Laisse-la quelques jours pour qu'elle se calme. Je mangerai au bureau. Toi, cuisine quelque chose de simple pour papa et pour toi. Et c'est tout. » Madame Carmen se laissa tomber sur une chaise et commença sa tirade habituelle. « Moi, je ne m'abaisse pas. Que cette sorte de belle-fille de village soit entrée dans cet appartement central. C'est déjà une chance à cette vie. Elle gagne 3 francs 6 sous. Elle vit aux dépens de son mari et en plus, elle fait la digne. Toi, laisse-la tranquille. Ne pense même pas à l'appeler pour la supplier. Voyons combien de temps elle tiendra à payer un loyer et les dépenses de l'enfant sans argent. Elle reviendra en rampant pour demander pardon à cette maison. » Xavier mangea en silence. La tortilla sèche lui coûtait à avaler. Il ne contredit pas sa mère. Il pensait comme elle, qu'Hélène travaillait comme comptable dans une petite agence avec un salaire qui n'atteignait pas les 1000 €, tandis que lui était chef des ventes et gagnait le triple. Pendant des années, il avait toujours pensé qu'il était le pilier qui soutenait cette famille. Hélène apportait une petite partie de son salaire et le reste était juste pour s'occuper des tâches ménagères. Il ne s'était jamais demandé combien valaient réellement ces tâches ménagères. Après avoir mangé, Xavier retourna dans la chambre pour se changer et aller travailler. Il ouvrit l'armoire. Les chemises blanches, parfaitement repassées, étaient accrochées soigneusement par couleur. Les pantalons de costume avec la rayure impeccable. Tout était l'œuvre de la femme qui était partie la veille au soir. Xavier soupira et sentit soudain une étrange sensation de vide. Il se dirigea vers la coiffeuse d'Hélène pour prendre sa montre. La coiffeuse était vide. Tous les cosmétiques, la brosse à cheveux, tout ce qui appartenait à Hélène, avait disparu. Elle était partie sans laisser la moindre trace personnelle. Mais dans un coin de la table, il y avait un tas de papiers empilés soigneusement, maintenus par une clé de maison. C'était la clé du portail qu'Hélène utilisait. Le geste de laisser la clé était comme un message silencieux, coupant tout lien. Xavier fronça les sourcils, prit la clé et en dessous, il y avait un tas de factures. Il passa les factures une par une. La facture d'électricité de ce mois était de plus de 150 €. La facture d'eau, de gaz, d'internet, le reçu de la télévision câblée pour le téléviseur de son père, les tickets de supermarché très longs, avec des choses pour toute la famille, du détergent, du liquide vaisselle, du papier toilette, de l'huile d'olive, du bon jambon Serrano pour les parents. Sur toutes, Hélène Garcia apparaissait comme la payeuse. Xavier s'arrêta un instant. Jusqu'à présent, il donnait à Hélène 400 € par mois pour les dépenses de la maison. Il était convaincu que ce montant était plus que suffisant et même qu'Hélène pouvait économiser pour envoyer de l'argent à sa propre famille. Mais en calculant juste superficiellement ce tas de factures de base, le chiffre dépassait largement les 400 €. Mais ce n'est pas ce qui surprit le plus Xavier. Au bas du tas de papier, il y avait des reçus avec le logo d'une clinique privée de prestige. Xavier prit un reçu. Ses yeux parcoururent les lettres imprimées, forfait de révision générale mensuelle, injection pour les articulations et rééducation. Patient Manuel Fernandez, payeur Elena Garcia. Total 600 € date de paiement. Le 5 de chaque mois, religieusement, pendant les 2 dernières années. Les mains de Xavier tremblèrent légèrement. Son père avait de graves problèmes articulaires. Parfois,
il avait beaucoup de mal à marcher. Sa mère disait toujours qu'elle utilisait la pension des deux pour acheter des médicaments importés pour le père. Elle se plaignait souvent de leur coût élevé, de devoir économiser chaque centime pour prendre soin de son mari. Elle grondait même toujours Hélène d'être insensible, de ne pas être capable d'acheter à son beau-père ne serait-ce qu'une boîte de pilules. Et pourtant, maintenant, les reçus étaient au nom d'Hélène, pas un mois, mais 24 mois de suite. Xavier passa à la feuille suivante. C'était une facture d'achat de jambon ibérique de Bellota et de compléments vitaminiques coûteux. Le destinataire était Madame Carmen, la payeuse était toujours Hélène. Chaque mois, les dépenses invisibles qu'Hélène assumait ne descendaient pas en dessous de 800 €. D'où tirait-elle cet argent? Xavier se rappela les nuits où Hélène restait éveillée jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, courbée devant l'écran de l'ordinateur, disant qu'elle prenait des comptabilités supplémentaires d'autres entreprises pour gagner un peu d'argent pour les couches et le lait. Il lui avait parfois crié de baisser la lumière et d'aller dormir parce que le bruit du clavier le dérangeait. Il s'avérait que l'argent qu'elle gagnait en travaillant toute la nuit n'était pas pour acheter des vêtements ni pour l'envoyer à sa famille, mais pour maintenir le niveau de vie luxueux de cette maison, pour payer ses compléments coûteux que sa mère s'attribuait toujours comme son propre mérite. Devant le tas de factures, le téléphone de Xavier vibra soudainement. C'était une notification d'un courriel qu'Hélène avait synchronisé sur la tablette de la maison. Normalement, Xavier ne le lisait jamais, mais aujourd'hui, l'objet du courriel attira son attention. Notification de la clinique internationale Sanita. Xavier glissa le doigt sur l'écran et ouvrit le courriel. Chaque ligne de texte était comme des blocs de glace tombant directement sur la conscience de Xavier. Chère Madame Hélène Garcia, la clinique confirme la réception de votre demande. Nous avons procédé à l'annulation des rendez-vous de révision périodique et à la suspension de la fourniture du forfait de médicaments et de rééducation mensuelle pour le patient Manuel Fernandez à partir d'aujourd'hui. Les montants versés à l'avance seront remboursés sur votre compte dans un délai de 3 jours ouvrables. Cordialement, Xavier resta immobile. La pièce était dans un silence sépulcral. Il regarda le lit vide, il regarda la clé froide sur le tas de factures. Le calme d'Hélène la veille au soir devint soudain terrifiant. Elle n'avait pas discuté, elle ne s'était pas justifiée quand sa belle-mère l'avait insultée, la traitant d'entretenue et d'effrontée. Elle avait simplement pris son fils et retiré tous les sacrifices qu'elle avait portés en silence pendant des années, de la manière la plus froide et la plus ordonnée possible. Hélène utilisait sa propre absence pour dénuder la fantaisie de cette famille. Dans le couloir, la voix de Madame Carmen résonnait toujours, perçante et triomphante. Xavier, tu t'es déjà changé pour aller travailler. Oublie ta femme, voyons dans quel coin elle mourra de faim en quittant cette maison. Xavier serra le reçu dans sa main. Le bruit du papier froissé résonna entre les 4 murs inanimés. Un frisson lui parcourut le dos. Soudain, il réalisa que celui qui était sur le point de se noyer dans la vérité n'était peut-être pas la femme qui était partie avec la valise la veille au soir. Pour Madame Carmen, le 5 de chaque mois n'était pas seulement un jour normal du calendrier. C'était le jour où le système de notification SMS de son smartphone sonnait d'un tintement joyeux. Le tintement qui indiquait que 600 € du compte de sa belle-fille venait d'être crédité ponctuellement sur le sien. Cet argent, théoriquement, était destiné à ce qu'elle achète de la nourriture nutritive et prenne en charge les médicaments coûteux pour les genoux de plus en plus faibles de Monsieur Manuel. Mais en réalité, c'était son pouvoir caché dans cette maison. C'était la sève qui lui permettait de maintenir ses après-midi café et potins avec ses amis pour se vanter avec fierté d'avoir une belle-fille obéissante et surtout c'était sa caisse noire pour ses propres plans secrets. Ce matin-là, Madame Carmen se leva plus tôt que d'habitude. Elle nettoya la table et les chaises en bois, jetant des regards furtifs au téléphone portable posé sur la table en verre. 8 heures du matin, l'écran restait sombre. 10 heures du matin, toujours pas de notification de mouvement de solde, Madame Carmen commença à s'énerver. Elle se dit que la banque avait sûrement un problème informatique aujourd'hui ou qu'Hélène était occupée à s'organiser dans son nouveau logement et n'avait pas eu le temps de faire le virement, mais quand l'horloge sonna 15 heures, sa patience s'épuisa. La soif d'argent commença à déchirer le faux calme de la belle-mère. Elle se laissa tomber sur le canapé, prit le téléphone et chercha le nom de sa belle-fille dans son répertoire. Elle appela. Les sonneries retentirent longues et froides. Au 4e ton, Hélène décrocha. De l'autre côté de la ligne, sa voix était neutre, mélangée au cliquetis constant d'un bureau. Dites-moi. Hélène ne l'appela pas belle-mère. Avec un seul mot tranchant,
elle traça une ligne de démarcation nette. Madame Carmen s'arrêta un instant, mais ensuite l'autorité de la matriarche s'imposa. Elle imposa immédiatement sa morale. Tu es parti quelques jours et avec tant de liberté, tu as déjà oublié tes obligations. Aujourd'hui, c'est le 5. L'argent des médicaments de ton beau-père, l'argent de la nourriture de cette maison, tu comptes ne pas le payer? De l'autre côté de la ligne, Hélène cessa de taper. Un silence qui dura environ 3 secondes, seulement 3 secondes, mais suffisant pour que Madame Carmen sente un frisson lui parcourir le dos. Puis Hélène répondit. Sa voix ne montrait ni colère ni cri. Elle était uniforme, comme si elle communiquait un rapport financier déjà clôturé. Je pensais que Xavier vous l'avait déjà dit. J'ai annulé les rendez-vous et j'ai cessé de payer les médicaments de la clinique. Les frais de nourriture et de la maison à partir de maintenant, veuillez les payer vous-même avec vos pensions. Je n'ai plus aucune obligation de payer quoi que ce soit. Madame Carmen ouvrit grand les yeux. Sa respiration s'accéléra. Comment oses-tu parler ainsi? Tu crois que parce que tu gagnes 3 francs 6 sous, tu peux faire ce que tu veux? Ton beau-père est là, malade et souffrant. Tu es sa belle-fille et tu oses lui couper les vivres? N'as-tu pas peur que les gens te crachent au visage? Hélène laissa échapper un rire froid, si léger qu'on n'entendit qu'un soupir à travers le téléphone. Les gens ne paient pas les couches ni le lait de mon fils et je ne dois rien à cette maison pour avoir peur. J'ai fini. Je suis en heure de travail. Avant que Madame Carmen ne puisse crier la phrase suivante. Les bips de raccrochage retentirent implacablement. Hélène avait raccroché de manière catégorique et ordonnée. Madame Carmen jeta le téléphone avec force contre le canapé. La colère lui montait comme une flamme. Elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-fille ose être si impitoyable, mais au fond de sa colère, une peur diffuse commençait à grandir. Sans ces 600 €, le plan qu'elle avait promis à sa fille chérie s'effondrerait lamentablement. Elle prit immédiatement le téléphone et composa le numéro de Xavier. À ce moment-là, Xavier était débordé de travail avec un tas de dossiers. La chemise qu'il portait, repassée à la hâte par lui-même ce matin-là, avait encore les plis marqués sur l'épaule. L'estomac lui gargouillait parce que ce midi-là, il n'avait pas eu le Tupperware préparé par sa femme. Il n'avait pu manger qu'un demi-sandwich. L'absence d'Hélène commençait à éroder le physique et l'esprit de Xavier plus qu'il ne l'imaginait. En voyant sa mère appeler, Xavier soupira et décrocha à contre-cœur. « Dis-moi, maman. Je suis en réunion. » Madame Carmen ne laissa pas son fils finir. Sa voix était déjà larmoyante. Un pleur soigneusement contrôlé pour paraître plaintif. « Quelle réunion, quelle réunion. Ta femme veut couler cette maison. Je viens de l'appeler pour lui demander l'argent des médicaments de ton père pour ce mois et elle m'a dit en face qu'elle coupait tout. Elle dit que cette maison doit se débrouiller seule. Mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait? Elle se fâche parce que je l'ai un peu grondée et elle utilise la santé de ton père pour se venger. Quelle femme méchante et impitoyable. » Les plaintes de sa mère étaient comme des aiguilles s'enfonçant directement dans la fatigue de Xavier, qui était tendu comme une corde de violon. Il se rappela le tas de factures de ce matin. Il était vrai qu'Hélène avait beaucoup payé, mais dans la mentalité machiste de Xavier, une dispute de couple était quelque chose de trivial, mais que pour une dispute on coupe l'argent des médicaments des personnes âgées était quelque chose d'impardonnable. Son orgueil masculin était blessé. Il pensa qu'Hélène utilisait l'argent pour montrer son pouvoir, pour obliger la famille de son mari à céder et à venir la chercher. « D'accord, maman, calme-toi, ne pleure plus. Je vais l'appeler pour clarifier ça. Calme-toi, tant que je suis là, papa n'aura pas ses médicaments. » Xavier raccrocha, jeta le stylo avec force sur la table, écarta la chaise et sortit sur le balcon du bureau. Le vent du soir lui fouettait le visage. Il composa le numéro d'Hélène. Au 3e son, Hélène décrocha. Cette fois, Xavier ne garda pas l'attitude de supériorité de la veille. Sa voix était hostile, pleine de reproches. « Qu'est-ce que tu fais, Hélène? Si tu es en colère contre moi, si tu es en colère contre maman, dis-le-moi en face. Comment peux-tu être si cruel de couper les médicaments de papa? Quelle faute a-t-il pour que tu utilises sa santé comme chantage? N'as-tu pas honte de vivre ainsi? » De l'autre côté de la ligne, il y eut le silence, juste le bruit du trafic de la rue. Hélène était sur le balcon de l'appartement loué, regardant les voitures passer.
Elle écoutait les accusations percutantes de l'homme avec qui elle avait partagé le lit. Il ne lui demanda pas si elle et l'enfant allaient bien dans l'appartement. Il ne demanda pas si l'enfant avait pleuré aujourd'hui. La première chose qu'il lui reprocha fut l'argent, la responsabilité, la honte. Hélène esquissa un sourire amer, mais absolument calme. Son calme à ce moment-là était comme un bistouri stérilisé, propre, brillant et prêt à ouvrir la tumeur de pus qui était cachée depuis des années. Elle porta lentement le téléphone à son oreille. Sa voix était claire. Chaque mot sortait lentement et mesuré, s'enfonçant directement dans l'oreille de Xavier. « Xavier, tu dis que je suis une effrontée. Et toi? As-tu rempli ton rôle de fils ?» Xavier s'arrêta un instant. « Que veux-tu dire ?» Hélène continua. Sa voix était fine, mais pleine de venin. « Tu as vécu sous le même toit que ton père pendant 30 ans. Tu te remplis la bouche de moralité pour défendre sa santé. Mais as-tu déjà ouvert les yeux ou t'es-tu posé une petite question dans ta tête? Est-ce que ton père a vraiment pris des pilules importées qui sont achetées avec les 600 € que j'envoie à ta mère chaque mois? Xavier resta de marbre. Le vent du balcon agitait le revers froissé de sa chemise. La main qui tenait le téléphone resta rigide. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hélène ne donna pas plus d'explications. Elle n'avait pas l'obligation d'éclairer celui qui choisit d'être aveugle. Tu es un homme adulte, Xavier. Ne te laisse pas manipuler avec l'excuse de la famille. Va à la maison et ouvre les yeux toi-même. Les bips de raccrochage retentirent. Pour la deuxième fois ce jour-là, Hélène coupait la communication avec les gens de cette maison. Il ne restait que Xavier, seul sur le balcon, fouetté par le vent. La question d'Hélène résonnait dans sa tête comme un coup de marteau contre le mur d'hypocrisie morale que sa mère avait laborieusement construit. 600 € chaque mois en médicaments importés. Papa continue de se plaindre de douleurs toutes les nuits. Maman continue de se plaindre qu'il manque de l'argent. Une pièce terrifiante du puzzle commençait à prendre forme dans l'esprit du fils aveugle. Xavier rentra chez lui en état de stupéfaction. Les mots d'Hélène de l'après-midi tournaient dans sa tête. Est-ce que ton père a vraiment pris des pilules importées? Il répétait cette question encore et encore. Son cœur battait fort. En entrant dans le hall, Xavier s'arrêta. La porte de la maison était grande ouverte. Une petite camionnette de déménagement était garée devant. Des cartons et des sacs poubelles noirs débordants étaient empilés de l'entrée au salon. Au milieu du chaos des paquets, Lucie, la petite sœur gâtée de Xavier, se tenait, les mains sur les hanches, donnant des ordres. Attention à ce meuble, si ça raie, je ne vous paie pas le supplément, hein. Xavier fronça les sourcils et passa par-dessus les cartons qui bloquaient le passage. Lucie, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi apportes-tu des choses? Lucie se retourna. Son visage, très maquillé, ne pouvait cacher la fatigue. Démacrée, en voyant son frère, elle se sentit un peu coupable, mais releva aussitôt le menton comme d'habitude. Eh bien, on déménage ici, qu'est-ce que tu veux? Maman dit que ta femme a pris l'enfant et s'est enfuie. La maison est grande. Mon mari et moi déménageons pour qu'il y ait du monde. Xavier fronça les sourcils. Sa voix s'éleva. Quelle bêtise dis-tu? Où est votre maison pour que vous deviez venir ici? Ma femme n'est partie que quelques jours chez ses parents. Qui t'a dit qu'elle s'était enfuie? À ce moment-là, Madame Carmen descendit de l'étage, tenant des cintres vides et souriant à la simple idée. Ah, Xavier, tu es arrivé. Monte voir comme j'ai bien nettoyé votre chambre. Le vieux matelas, j'ai aussi appelé pour qu'on l'emporte. Ensuite, on apportera le nouveau pour que Lucie dorme. Elle est habituée au bon matelas à mémoire de forme, sinon elle a mal au dos. Les tempes de Xavier battaient fort. Il monta en courant au 2e étage. La chambre principale, la plus grande de la maison où il avait vécu avec sa femme pendant des années, l'endroit d'où Hélène venait de partir avec la valise la veille au soir, était maintenant complètement sens dessus-dessous. La coiffeuse d'Hélène avait été poussée dans l'étroit couloir et à sa place se trouvait l'encombrante coiffeuse de Lucie. Les vêtements de Xavier avaient été rangés dans une petite armoire, laissant de la place pour les robes voyantes de sa sœur. Il se retourna pour fixer sa mère. « Qu'est-ce que tu fais, maman? Pourquoi as-tu sorti mes affaires? M'as-tu demandé mon avis? » Madame Carmen, très calme, adopta son ton de supériorité morale.
Cette maison est à moi et je laisse vivre qui je veux. Ta femme est une effrontée et elle est partie. Pourquoi veux-tu cette grande pièce vide? Lucie traverse une mauvaise passe. Tu es son grand frère. Tu n'as pas pitié? Xavier resta glacé. Quelle mauvaise passe? Lucie croisa les bras et fit la moue. Eh bien, mon mari l'inutile a fait de mauvaises affaires. Des crypto-monnaies et des choses comme ça. Maintenant, nous sommes ruinés. Nous avons vendu l'appartement et ça ne suffit toujours pas à payer. Les créanciers sont allés jusqu'à son bureau pour faire un scandale, alors nous devons venir ici pour un temps pour nous cacher. Tu es le grand frère. Ne sois pas avare avec ta sœur. Xavier resta pétrifié comme une statue. Ruiné, l'appartement vendu, se cachant des créanciers. Ces mots étaient comme des pierres lancées directement à son visage, mais ce qui l'horrifia le plus fut l'attitude indifférente de sa mère. Madame Carmen ne semblait ni surprise ni choquée par la nouvelle de la ruine de sa fille. Elle organisait tout avec une fluidité déconcertante, la fluidité d'un plan déjà tracé d'avance. Une pensée terrifiante traversa l'esprit de Xavier. La veille au soir, la télévision à plein volume, les insultes gratuites, le fait de l'inciter à laisser sa femme partir avec l'enfant. Était-ce vraiment juste une mère en colère parce qu'Hélène l'avait rappelée à l'ordre? Ou était-ce une farce, une pièce de théâtre méticuleusement montée pour avoir une excuse pour chasser Hélène et l'enfant de cette chambre et faire de la place pour que sa chère fille vienne se réfugier? Xavier regarda sa mère. Ses yeux étaient emplis d'une panique absolue. Maman, depuis quand savais-tu cela? Maman, c'est toi qui as provoqué son départ, n'est-ce pas? Madame Carmen évita un peu le regard de son fils, mais retrouva très vite son air provocateur. Ne dis pas de bêtises. C'est ta femme qui est partie seule. Je ne l'ai pas chassée à coups de balai. Si elle est partie, tant mieux. La maison est grande, alors nous accueillons ta sœur. Tu es l'homme, le pilier de la famille. Maintenant, elle a des dettes. Tu dois t'en occuper et l'aider. Ne sois pas un égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Xavier ne put rien dire de plus. Il avait une boule dans la gorge. Il se retourna et descendit les escaliers. La sensation d'avoir été trahi, utilisé par son propre sang, commença à le transpercer jusqu'aux os. Il se rappela comment Hélène avait dû endurer pendant des années dans cette maison, essayant toujours de faire son devoir de belle-fille, mais aux yeux de sa mère, elle serait toujours une étrangère, un espace vide qui pouvait être facilement remplacé quand elle en aurait besoin. Le dîner de ce soir-là se déroula dans une atmosphère suffocante. Monsieur Manuel était assis en silence dans un coin, mangeant du riz blanc sans rien dire. Madame Carmen se prodiguait en attention, servant à manger à son gendre et à sa fille. Xavier picora la nourriture insipide et posa les couverts. Il dut s'installer sur le petit canapé du salon pour dormir. L'endroit qui aurait dû être pour les invités était maintenant pour l'homme qui se vantait toujours d'être le pilier de la famille. Tard dans la nuit, Xavier tournait et retournait sans pouvoir dormir. Il avait mal au dos parce que le canapé était trop étroit. Il se leva avec l'intention de monter chercher la boîte d'Almax dans l'armoire à pharmacie. Quand il passa devant la chambre du deuxième étage, dont la porte en bois était entr'ouverte, une fine fente de lumière se projetait dans le couloir sombre. De l'intérieur, la voix de Lucie parlant au téléphone se faisait entendre. Elle parlait à voix basse, essayant de baisser le ton, mais dans le silence de la nuit, c'était suffisant pour que Xavier entende clairement chaque mot. Dis-leur de me donner quelques jours de plus. Je viens de déménager chez ma mère. Je n'ai pas encore le capital, mais les intérêts de ce mois-ci, tranquille, ma mère a déjà tout prévu tous les mois. La sorcière de ma belle-sœur doit débourser 600 € pour les médicaments du vieux. Ma mère utilisera l'excuse des médicaments importés pour les garder et me passer tout cet argent pour payer tes intérêts. Le vieux est sourd. Il ne prend aucune pilule, donc il ne se rend compte de rien. Dis à tes hommes demain de ne pas venir ici faire de scandale, de me donner jusqu'au milieu de la semaine. Dès que ma mère aura l'argent, je te fais le virement. Xavier tituba. Le froid des carreaux lui monta par la plante des pieds directement à la tête. La question d'Hélène de l'après-midi résonna de nouveau comme une malédiction. Est-ce que ton père a vraiment pris des pilules importées? Maintenant, il avait la réponse. Il n'y avait jamais eu de pilules importées. Tout n'était qu'un réseau d'exploitation impitoyable. La sueur et les larmes de sa femme, son austérité, travaillant courbé devant l'ordinateur la nuit,
avait été utilisée par sa propre mère comme sacrifice pour payer les dettes de sa fille chérie. Elle avait eu la cruauté d'utiliser la vie et la douleur de son propre mari comme couverture pour cacher cette pourriture. Xavier recula, s'appuya contre le mur froid du couloir. L'obscurité silencieuse engloutit le visage pâle d'un homme qui venait de réaliser à quel point il avait été cruel et aveugle. Xavier resta figé dans le couloir. L'obscurité dense l'enveloppait. Chaque mot de Lucie était comme une aiguille s'enfonçant directement dans ses tympans, puis s'infiltrant jusqu'au plus profond de son cerveau. Le froid des carreaux lui montait par les pieds, mais ce n'était rien comparé au froid qui lui glaçait la poitrine. Il ne défonça pas la porte pour entrer, il ne cria pas en demandant des explications à sa sœur. Cette vérité était trop grande, si grande qu'elle lui ôta la capacité de réagir. Xavier recula en silence, descendit les marches lentement et retourna au canapé étroit du salon. Il s'y allongea, fixant le plafond, les yeux grands ouverts jusqu'au lever du jour. Le lendemain matin, Lucie se leva tard, descendit à la cuisine avec dégoût, ouvrit le réfrigérateur à la recherche de quelque chose à manger et murmura des plaintes parce qu'il n'y avait rien de bon à la maison. Madame Carmen courut acheter des churros au chocolat pour sa fille chérie. Xavier était assis, pensif, à la table basse. La tasse de café qu'il tenait dans sa main était froide depuis longtemps. Il attendit que Lucie sorte avec ses sacs avant de parler lentement. Sa voix était rauque, comme s'il avait du sable dans la gorge. « Maman, à combien s'élève réellement la dette de Lucie ?» Madame Carmen, qui était occupée à nettoyer la table, s'arrêta un instant en entendant la question de son fils, tira une chaise et s'assit en face de Xavier. Son visage changea immédiatement pour une expression de tristesse. « Ah, mon fils, quel chagrin. Les affaires ont mal tourné et maintenant, entre une chose et l'autre, ils doivent presque 200 000 euros. Ils ont vendu l'appartement. Ça ne suffit toujours pas. » Elle claqua la langue et essuya une larme sèche du coin de l'œil. « J'ai tellement de peine pour ta sœur, Xavier. C'est une fille et elle doit supporter les dettes de ce mari inutile. Maintenant, elle retourne chez sa mère pour se réfugier. Je suis sa mère. Comment pourrais-je tourner le dos à ma propre fille ?» Xavier fixa les rides feintes dans les yeux de sa mère. Il inspira profondément, réprimant le tremblement qui était sur le point d'éclater. Alors, l'argent des médicaments de papa, les 600 euros qu'Hélène envoyait chaque mois, où les as-tu dépensés? La question, lancée en l'air, tomba dans le silence de la pièce. Madame Carmen resta de marbre. Elle cligna rapidement des yeux et ses doigts, serrant le chiffon, se refermèrent involontairement avec force, mais son instinct de survie et son habitude de manipulation refirent rapidement surface. Elle frappa la table avec la main et regarda fixement Xavier. « Quoi? Que veux-tu dire par cette question? Ta femme t'a monté la tête et tu viens ici interroger ta mère? L'argent des médicaments de ton père, je l'ai dépensé. Des médicaments pour ton père. En quoi allais-je le dépenser? » Xavier ne scia pas. Il n'éleva pas la voix, il utilisa juste un ton grave et froid qui transperçait jusqu'aux os. « Hier soir, j'ai entendu par hasard Lucie parler au téléphone avec le prêteur. Elle a dit que tu avais promis l'argent des médicaments de papa chaque mois pour payer ses intérêts. Il n'est plus nécessaire de me mentir, maman. » Madame Carmen pâlit. La surprise se transforma en peur en un dixième de seconde, mais elle choisit immédiatement de le couvrir d'amour maternel. Elle commença à pleurer. Pas un cri, mais un gémissement de reproche dirigé directement vers le sentiment de culpabilité de Xavier. « Ah, mon Dieu! Je l'ai mise au monde, je l'ai élevée et maintenant elle est pleine de dettes et les prêteurs la menacent. Je suis sa mère. Ma fille me fait mal. Qu'y a-t-il de mal à prendre un peu d'argent de cette maison pour sauver la vie de ta sœur? Est-ce un péché mortel? » Elle se tordait le tablier en pleurant à chaudes larmes. « Ton père a déjà une maladie chronique. Qu'il prenne des pilules chères ou bon marché, il sera pareil. Mais Lucie est au bord du gouffre. Que suis-je censé faire, Xavier? Rester les bras croisés en regardant ta sœur se faire tuer? Tu es son frère. Tu gagnes un bon salaire. As-tu déjà levé le petit doigt pour l'aider? Ou ne sais-tu que mettre ta femme sur un piédestal? » Le conflit interne commença à déchirer la poitrine de Xavier. Les mots de sa mère étaient comme des cordes serrant sa moralité. Depuis petit, on lui avait toujours appris qu'il devait être un bon fils, qu'il devait s'aider et protéger sa sœur, mais maintenant cette protection était basée sur la tromperie,
sur la sueur et les larmes d'Hélène. Xavier serra les poings, ses phalanges blanchirent. « Maman, tu aimes ta fille? Tu veux la sauver? Mais pourquoi utilises-tu l'argent de ma femme? Pourquoi l'insultes-tu toujours en la traitant d'entretenue alors que tu utilises son argent pour couvrir les erreurs de Lucie? Sais-tu qu'elle a dû travailler la nuit pour obtenir ses 600 €? Madame Carmen, voyant que son fils s'attendrissait, fit un pas en avant et lui prit la main. Sa voix devint pathétique, pleine d'imposition. Je sais que je me suis trompé, mais la situation a déjà éclaté. Maintenant Hélène est partie. Elle a coupé toute aide financière. Cette maison ne compte plus que sur toi, Xavier. Mon fils, tu es le pilier. Tu dois assumer la responsabilité avec moi. Chaque mois, mets de côté la moitié de ton salaire pour aider ta sœur à sortir de ce pétrin. Et quant à ta femme, si elle est si usée, alors laisse-la. Si elle ne sait pas se comporter, qu'elle parte pour toujours. Chaque mot, responsabilité, pilier, tombait sur les épaules de Xavier comme une dalle de 1000 kg. Il regarda sa mère pleurer devant lui. L'hypocrisie était si évidente qu'il en eut la nausée. Sa mère ne regrettait absolument pas d'avoir piétiné Hélène. Elle avait juste peur de perdre sa mine d'or. Et maintenant, elle voulait lui passer ce joug. Xavier retira lentement sa main de la main pleine de calculs de sa mère. Il ne répondit pas. Il se leva simplement et sortit de la maison. Toute cette journée au bureau, Xavier fut comme une âme en peine. Il se rappelait les dîners tardifs où Hélène mangeait à la hâte un plat de nourriture froide avec l'enfant dans les bras tandis que sa mère servait des plats qu'elle n'aimait pas. Il se rappelait la nuit où Hélène était partie avec la valise, ses yeux calmes, sans une seule larme. Il comprenait maintenant que ce n'était pas un coup de tête, c'était le désespoir absolu de réaliser qu'elle vivait avec une sangsue et un mari aveuglé par la moralité familiale. La culpabilité, comme une fourmilière de fourmis rouges, commença à ronger chaque nerf de Xavier. Il avait reproché à Hélène d'être cruelle d'avoir coupé les vivres à son père, mais la vérité est que celle qui privait son père de ses médicaments était sa propre mère. Cette nuit-là, Xavier rentra tard à la maison. Madame Carmen et Lucie étaient allées chez des parents pour emprunter de l'argent. Dans la maison, il ne restait que Monsieur Manuel, le vieil homme, allongé face au mur dans la chambre humide du rez-de-chaussée. Xavier entra sur la pointe des pieds dans la chambre de son père sans allumer la lumière. Seule la lumière jaunâtre d'un réverbère de la rue entrait par la fenêtre. Il regarda autour de la pièce, au-dessus de la vieille armoire en aggloméré, cachée derrière une vieille radio, il y avait une boîte à biscuits bleus. C'était la boîte que Madame Carmen gardait toujours avec soin. Chaque fois qu'elle sortait les pilules pour Monsieur Manuel, elle faisait le théâtre de les manipuler avec précaution, louant le fait que les médicaments importés coûtaient une fortune. Xavier s'approcha, sa main tremblait en touchant le couvercle de la boîte. Une sensation de froid lui parcourut le dos depuis le bout des doigts. Il hésita une seconde, comme s'il craignait la vérité qui se cachait sous ce couvercle en fer blanc, mais ensuite, avec décision, il ouvrit la boîte. Le bruit du métal frottant grinça dans le silence de la nuit. La boîte s'ouvrit. Xavier alluma la lampe de poche de son portable pour regarder à l'intérieur. Il n'y avait pas de plaquettes de pilules importées enveloppées dans du papier d'argent brillant. Il n'y avait pas d'étiquette en anglais avec des marques chères. Au fond de la boîte, il n'y avait que quelques plaquettes de paracétamol générique à 1 € la plaquette et quelques pots de pilules bon marché pour les articulations vendues dans n'importe quelle pharmacie. Xavier prit une plaquette. Sous la lumière de la lampe de poche. La date de péremption était floue. Elles avaient expiré il y a 6 mois. La boîte à biscuits lui tomba des mains. Elle tomba sur le sol carrelé avec un bruit sourd. Les plaquettes périmées se dispersèrent sur le sol à ses pieds. Xavier s'agenouilla, prit une plaquette et la serra dans la paume de sa main jusqu'à se faire saigner. Il n'y avait plus de justification. La cruauté avait été exposée. Sa mère n'avait pas seulement trompé Hélène, mais elle avait aussi trompé la santé et la vie de son propre mari, avec qui elle avait partagé le lit pendant des années, juste pour alimenter la vanité et les vices de sa fille chérie. Le sacrifice d'Hélène, son silence, les factures abandonnées, tout formait une corde qui serrait le cou de Xavier, étranglant la dernière once de confiance qui lui restait dans ce qu'ils appelaient l'amour familial. Depuis la nuit où elle était partie avec sa valise de cette maison de 3 étages et 100 mètres carrés, Hélène n'avait pas regardé en arrière une seule fois. L'appartement qu'elle avait loué se trouvait au 4e étage sans ascenseur d'un vieil immeuble dans un quartier ouvrier. Il n'avait pas de meubles coûteux, mais en revanche,
il avait une grande fenêtre inondée de lumière solaire et une tranquillité absolue. La tranquillité qu'Hélène avait perdue pendant ses 3 ans de mariage. Ici, elle n'avait pas à marcher sur la pointe des pieds chaque fois qu'elle allait aux toilettes la nuit. Elle n'avait pas à sursauter en entendant des toux ou le bruit des pantoufles de sa belle-mère dans le couloir. Elle n'avait pas à laver une montagne de vaisselle à 23 heures, juste parce que sa belle-sœur avait invité des amis à dîner et qu'ils avaient tout laissé en désordre. La vie d'Hélène s'était maintenant réduite, mais elle était confortable et sûre. Le matin, le soleil entrait par les rideaux fins et éclairait le tapis de jeu au sol. Léo était allongé, jouant avec des jouets en plastique coloré. L'enfant ne se réveillait plus en hurlant à cause des bruits stridents au milieu de la nuit. Il mangeait mieux, dormait plus profondément. Ses joues rondes étaient rougies. Hélène était assise à une petite table près de la fenêtre. Le bruit du clavier était constant. Elle terminait un rapport fiscal pour une entreprise cliente. Le travail de comptable indépendante, cette profession que sa belle-mère méprisait toujours en disant que ce n'était que de petits boulots. Maintenant, c'était la base la plus solide pour qu'elle puisse sortir la tête haute de la cage de fer appelée belle famille. À 15 heures précises, on frappa à la porte. 3 coups hésitants sans décision. Hélène ferma l'écran de l'ordinateur. Elle n'avait pas besoin de regarder par le Judas pour savoir qui était dehors. Elle marcha lentement vers la porte et tourna la poignée. La porte s'ouvrit. Xavier était là. Quelques jours seulement s'étaient écoulés, mais il semblait avoir vieilli de 10 ans. La chemise n'était pas repassée, elle était froissée et avait des plis en bas. Les cernes sous ses yeux étaient foncées, marquant la fatigue et les nuits sans sommeil, tout le contraire de ce que sa mère avait maudit, disant qu'Hélène quitterait la maison en désordre et mourrait de faim. Xavier regarda sa femme. Elle portait une simple robe en coton pour rester à la maison. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné, son visage était rougi et ses yeux étaient si calmes que Xavier les trouvait éblouissants. « Entre. » Hélène ouvrit la porte et recula pour le laisser passer. Il n'y eut pas de chaleur, mais pas de rejet non plus. Son attitude était exactement la même que celle avec laquelle on reçoit un invité pas très proche, correct et poli. Xavier entra, regarda autour du salon, petit mais ordonné. L'odeur d'huile essentielle de citron et de citronnelle flottait dans l'air, effaçant l'odeur rance et d'humidité des jours de pluie. Il vit Léo prendre son biberon tranquillement. Xavier sentit une boule dans la gorge. Il s'approcha avec l'intention de se pencher pour embrasser son fils, mais Léo, voyant un étranger, tourna la tête et se cacha dans son coussin, balbutiant en signe de protestation. La main de Xavier s'arrêta en l'air puis redescendit lentement. Il se retourna et alla vers la petite chaise face à Hélène. Xavier mit la main dans la poche de son pantalon et en sortit une enveloppe marron assez épaisse. Il la posa sur la table et la poussa doucement vers Hélène. Sa voix était rauque, pleine d'une humilité qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Je t'apporte de l'argent pour les dépenses de ce mois-ci pour acheter des couches et du lait pour l'enfant. Prends-le, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il vous manque de rien. » Hélène regarda l'enveloppe. Elle ne tendit pas la main pour la prendre, elle évalua seulement son épaisseur du regard. Il y avait probablement environ 800 €, un chiffre que Xavier ne lui avait jamais donné volontairement en une seule fois, sauf les 400 € fixes mensuels pour les dépenses comme une aumône. Hélène ouvrit le tiroir de la table, sortit des ciseaux, ouvrit soigneusement l'enveloppe et en sortit la liasse de billets. L'odeur d'argent neuf était intense. Xavier observa l'action de sa femme. En lui, un rayon d'espoir surgit. Il pensa que les femmes, aussi dures soient-elles, ont toujours besoin d'argent pour élever leurs enfants. Si elle acceptait son argent, cela signifiait que le lien entre eux n'était pas encore complètement rompu. Mais Hélène ne garda pas tout l'argent. Elle compta tranquillement exactement 200 €, les mit de côté et remit le reste dans l'enveloppe qu'elle repoussa vers Xavier. Ces 200 € couvrent le lait, les couches et la moitié du loyer de ce mois-ci pour Léo. J'accepte ta part de responsabilité envers l'enfant. Le reste, emporte-le. L'argent que tu gagnes n'est pas facile à obtenir non plus. Ne le jette pas. Xavier resta stupéfait. Hélène, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je te l'ai apporté pour toi, ça ne me fait pas mal de te le donner. Tu es seule ici et c'est dur. Ne sois pas orgueilleuse. Tu ne vas faire que te faire du mal. Hélène leva les yeux et regarda son mari. Ses yeux étaient calmes, sans la moindre émotion. Tu te trompes, Xavier. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis juste.
Ta responsabilité de père va jusqu'où elle va. Accomplis-la. Mais ma vie, depuis la nuit où je suis parti de chez toi, n'a plus rien à voir avec ton portefeuille. Les mots d'Hélène étaient comme des gouttes d'eau glacée, tombant une par une sur le feu qui tentait de se raviver dans le cœur de Xavier. Il enfouit son visage dans ses mains, se décoiffant les cheveux qui n'avaient plus de forme. Le silence envahit la pièce. Seul le bourdonnement du ventilateur se faisait entendre. Un moment plus tard, Xavier releva la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Je sais tout. La ruine de Lucie, le fait que maman t'ait chassé pour lui laisser la chambre, et l'histoire de la boîte de médicaments de papa. Il parlait par phrases entrecoupées, comme s'il devait avaler des morceaux de verre. Pardonne-moi, j'ai été insensible. J'ai laissé supporter les mauvais traitements de maman pendant si longtemps sans m'en rendre compte. Je me suis trompé. Hélène, reviens à la maison, s'il te plaît. Je te promets que cette fois, je te protégerai. Je parlerai sérieusement avec maman. Je ne laisserai ni elle ni Lucie te manquer de respect. Xavier parlait avec une sincérité totale. Il croyait que s'il reconnaissait son erreur, s'il promettait de changer, Hélène s'adoucirait. Les femmes, par nature, sont toujours indulgentes, toujours prêtes à se sacrifier pour une famille complète, pour leurs enfants. Il s'attendait à un acquiescement ou au moins une larme de tristesse de sa femme. Mais non, Hélène ne pleura pas. Elle resta assise, adossée à la chaise, tapotant doucement ses doigts sur la table. Elle regardait Xavier comme si elle regardait un étranger, interprétant une pièce de théâtre qui s'épuise. Tu dis que tu parleras à ta mère, tu dis que tu me protégeras. Comment, Xavier? En te mettant au milieu de la maison à discuter avec ta mère pour qu'elle crie ensuite que j'incite son fils à être un mauvais fils ou en donnant à ta mère une autre somme d'argent pour qu'elle cesse de m'insulter? Xavier resta muet. Hélène secoua la tête. Un léger sourire indifférent apparut sur ses lèvres. Ne te fais pas d'illusions. Ta maison est à toi. Reste-y. Ta famille est à toi, conserve-la et sois un bon fils. Je n'ai aucune nécessité de revenir pour me battre pour le titre de bonne belle-fille avec une mère qui m'a toujours vu comme une ennemie et une belle-sœur qui m'a toujours vu comme un distributeur automatique à exploiter. Hélène parlait naturellement, comme si elle parlait du temps qu'il ferait demain, sans reproche, sans cri. Ce calme froid jusqu'à l'extrême était l'arme la plus terrifiante. Il déploya complètement Xavier du droit d'être une bonne personne. Il lui montra que le pardon n'arrive jamais avec des excuses tardives quand la blessure s'est déjà gangrenée. Xavier sentit qu'il avait du mal à respirer. Il réalisa que le mur entre les deux n'était pas la porte de cet appartement loué, mais un iceberg géant construit par des milliers de jours d'indifférence de sa part. Il se leva, les épaules tombantes, vaincu. Je comprends. Je m'en vais. Je viendrai voir l'enfant dans quelques jours. Il se retourna et marcha d'un pas lourd vers la porte de sortie. Sa main venait de toucher la poignée de la porte quand la voix d'Hélène résonna derrière lui. Attends. Xavier s'arrêta. Un faible rayon d'espoir brilla dans sa tête. Il se retourna, attendant une phrase qui le retiendrait. Mais Hélène ne le regardait pas. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier agrafé soigneusement. Elle le posa sur la table et le poussa doucement vers le bord. Avant de partir, prends ceci et lis-le bien quand tu rentreras chez toi. Xavier s'approcha et prit le dossier. La couverture transparente laissait voir une page blanche à l'intérieur. Il passa la première page, c'étaient les relevés bancaires d'Hélène avec le cachet rouge de la banque. Chaque transaction était imprimée clairement. Le 5 de chaque mois. Virement 600 € bénéficiaire Carmen Lopez. Motif, argent pour médicaments et nourriture pour le beau-père Manuel. Ainsi continuellement pendant 24 mois, sans en manquer un seul. Xavier passa aux pages suivantes. Un petit papier agrafé était une copie certifiée conforme du rapport médical de l'hôpital de traumatologie. Patient Manuel Fernandez. Diagnostic, arthrose légère du genou due à l'âge sans lésion physique grave. Traitement joint signé par le chef de service lui-même. Ne comprend que du calcium, de la vitamine D et un analgésique commun. Coût total du traitement pour un mois d'utilisation, moins de 20 €. Sous la prescription, il y avait une note manuscrite du médecin qu'Hélène avait entourée d'un cercle rouge. Le patient n'a pas besoin de prendre de compléments importés coûteux. Évitez le gaspillage et la pression sur le foie et les reins.
Les mains de Xavier tremblaient. Le fin dossier pesait comme du plomb, tirant ses bras vers le bas. Ce n'étaient pas seulement des papiers sans valeur, c'étaient des preuves irréfutables qui dénudaient cruellement ce que sa mère avait monté pendant 2 ans. Il n'y avait aucun médicament importé qui coûtait 600 €. Tout allait directement dans la poche de Madame Carmen pour finalement finir dans les poches de ceux qui réclamaient les dettes de sa chère sœur. Prends-le. La voix d'Hélène coupa le flux de pensées chaotiques de Xavier. Pour que tu saches que je ne suis pas parti de chez toi en fuyant mes responsabilités, mais parce que je ne voulais plus être la stupide qui finançait une farce sans fin. Va-t'en, Xavier, à partir de maintenant, ne reviens plus ici avec ta morale. La porte en bois se referma seule. Le bruit du verrou fit un déclic, séparant complètement le monde paisible de l'intérieur de l'homme qui se tenait, pétrifié dans le couloir, serrant fermement la sentence de mort de sa propre famille. Xavier monta les marches familières de sa maison, mais ses jambes pesaient comme si elles portaient des pierres. Dans sa main, le mince dossier qu'Hélène lui avait donné l'après-midi avait maintenant le poids d'une sentence qui dépouillait cette famille de la dernière once de dignité. La nuit était tombée. De la rue, il pouvait entendre la télévision diffusant une émission musicale et les rires de Lucie, mêlés aux commentaires de sa mère, qui dînait. Un dîner opulent acheté dans un restaurant étalé sur la table en verre du salon, l'ambiance familiale, chaleureuse, fausse et cruelle au point que Xavier en eut la nausée. Il poussa la porte et entra. Les gonds grincèrent. Madame Carmen mettait un morceau de poisson dans l'assiette de sa fille. En levant les yeux et en voyant Xavier, elle se montra effusive. « Tu es arrivé. Lave-toi les mains et viens dîner, mon fils. Aujourd'hui, Lucie a envie de fruits de mer. J'ai demandé qu'on les apporte du restaurant pour que nous dînions tous quelque chose de différent. Un homme qui travaille dur toute la journée. Rentrer à la maison et avoir sa mère et sa sœur qui s'occupent de sa nourriture et de son sommeil, c'est 1000 fois mieux que de supporter cette belle fille avec un air renfrogné. » Xavier ne répondit pas, il n'alla pas à la salle de bain, il alla directement à la table. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang par la fatigue et le ressentiment accumulé à la limite. Il jeta le dossier sur la table en verre. Le bruit de l'impact ne fut pas fort, mais suffisant pour faire vibrer les assiettes et les couverts sur la table. Lucie sursauta, laissa tomber les couverts et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi défoules-tu tes colères sur nous? Ta femme t'a chassé et tu viens ici te défouler sur maman et moi. » Xavier ne regarda pas Lucie, ses yeux se posèrent directement sur sa mère, qui était assise en face. « Regarde-le, maman, regarde-le bien. » Madame Carmen fronça les sourcils et tendit la main vers le dossier transparent. Elle passa la première page, les relevés bancaires avec les chiffres de 600 € clairs avec le cachet rouge. Puis elle passa au rapport médical de l'hôpital de traumatologie. La prescription de 20 € avec les lettres imprimées et la note manuscrite du chef de service interdisant l'utilisation indiscriminée de compléments. Le visage de Madame Carmen changea de couleur, du rose d'avoir bien mangé à une pâleur mortelle puis à un gris cendre. Ses doigts tremblaient, le fin papier lui tomba presque des mains. Mais pour une personne habituée à manipuler la vérité toute sa vie, le désarroi ne dura que quelques brèves secondes. Madame Carmen ferma rapidement le dossier et le jeta de côté. Elle releva le menton, essayant de garder un air d'innocence et d'arrogance. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu apportes ce tas de papiers inutiles ici pour quoi faire? Ta femme falsifie des papiers, te les met dans la main et tu viens ici demander des comptes à ta mère. Tu élèves des corbeaux, Xavier. » Xavier rit, un rire sec qui sonna étouffé dans sa gorge. « Papiers inutiles. Veux-tu que j'appelle le chef de service tout de suite et que nous mettions le haut-parleur pour que toute la maison l'entende? Veux-tu que je descende la boîte à biscuits que tu caches derrière la vieille radio de papa et que je la vide en comptant chaque plaquette de paracétamol périmée? » Au fond des yeux de Madame Carmen brilla une panique réelle. Elle savait que le pot aux roses avait été découvert, qu'elle ne pouvait plus user de son arrogance pour le nier. Et quand le voile du mensonge se déchira, elle décida de changer d'arme. L'arme la plus terrible des parents toxiques. La carte de l'hypocrisie morale. Madame Carmen soupira et se laissa tomber sur la chaise. Elle ne le nia plus, mais ne montra pas non plus le moindre regret. « D'accord. Je l'ai pris. Et alors? Je suis sa belle-mère. Si elle entre dans cette maison comme belle-fille, son argent est aussi l'argent de cette maison. Si elle gagne de l'argent, elle a la responsabilité de contribuer à la famille de son mari, ou va-t-elle le cacher à sa propre famille?
Xavier sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est sa sueur et ses larmes. Tu l'as trompé. Tu as utilisé la santé de papa comme couverture pour soutirer de l'argent à ta belle-fille. Et ensuite tu l'as donné à Lucie pour payer ses dettes. Tu fais ça et tu crois encore que tu as raison. En entendant son nom, Lucie jeta la serviette sur la table. Elle se leva pour défendre sa mère. Comme tu es drôle. Tu es mon grand frère. Ta femme est ma belle-sœur. Les frères et sœurs doivent s'entraider. Je traverse une mauvaise passe. Je suis ruiné. Qu'y a-t-il de mal à ce que ma belle-sœur contribue quelques euros pour aider sa belle-sœur en difficulté au point que tu montes un tel scandale? Xavier regarda sa sœur. Ce raisonnement rance. L'égoïsme enraciné dans son sang lui donnait la nausée. Quelques euros, 600 euros chaque mois pendant 2 ans. Pendant qu'elle devait travailler la nuit et devait même réfléchir pour acheter les couches de l'enfant. Et toi, tu es pleine de dettes, mais tu continues à utiliser des sacs de marque, tu continues à demander des fruits de mer pour le dîner. Tu vis comme un parasite du travail de ta belle-sœur, Lucie. Madame Carmen frappa la table et se leva d'un bond. Elle n'allait pas permettre à son fils d'insulter sa fille chérie. Tais-toi tout de suite. Dans cette maison, tu n'es pas celui qui donne des leçons. Elle a des dettes parce qu'elle a eu de la malchance. Et si Hélène gagne de l'argent, elle doit être reconnaissante. On dit qu'une belle-sœur est comme une mère. Aider sa belle-sœur dans un moment difficile est son devoir. Si elle ne veut pas assumer sa responsabilité, si elle lésine sur chaque centime avec la famille de son mari. Alors, ce genre de belle-fille, j'ai bien fait de la chasser. Je n'ai rien à regretter. L'impudence avait atteint son paroxysme. Il n'y avait ni un tremblement ni un remords dans le regard de sa mère. Xavier était là, sentant que toute sa confiance, tous les fondements moraux dont il s'était senti fier s'effondraient en morceaux. Pendant des années, il avait toujours obligé Hélène à demander pardon, à endurer pour maintenir la paix familiale. Il pensait que sa mère était juste un peu difficile, qu'elle était une personne âgée, démodée, mais il se trompait. Sa mère n'était pas démodée, c'était une exploiteuse systématique. Elle considérait Hélène non pas comme une personne, mais comme un objet de sacrifice, une bête de somme pour alimenter la vanité de cette maison. Et le pire, c'est que Xavier lui-même, avec sa lâcheté, était devenu complice, ligotant les mains de sa femme pour que sa mère puisse lui sucer le sang à sa guise. Xavier ferma les yeux avec force. Une douleur insupportable lui déchira la poitrine. À juste titre, murmura-t-il. Sa voix sonnait vide et froide, comme si elle venait de l'au-delà. À juste titre, elle n'a pas versé une seule larme quand elle est partie. À juste titre, elle m'a regardé comme si j'étais de la merde. Maman, tu as utilisé mes propres mains pour étrangler mon mariage? Madame Carmen renifla froidement. Elle pensait toujours avoir le dessus. Quelle bêtise. Il y a beaucoup de femmes, si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Écoute ta mère et oublie-la. Tu verras que les 3 francs 6 sous qu'elles ont ne les sauveront pas là dehors. Tu es un homme avec un appartement en centre-ville. Elle, avec un enfant sur les bras, qu'elle se débrouille seule. Xavier ouvrit les yeux. Il n'était plus furieux, car quand on a vu le fond de la cruauté, la fureur devient superflue. Il ramassa les papiers sur la table et les remit dans le dossier transparent. Oui, je suis un homme avec un appartement en centre-ville, mais à partir d'aujourd'hui, cette maison n'a plus rien à voir avec moi. Xavier se retourna et se dirigea vers les escaliers. Il allait monter dans sa chambre pour ramasser les quelques effets personnels qui lui restaient afin de quitter à jamais cette atmosphère suffocante. Mais juste à ce moment-là, Lucie fit un pas en avant. L'envie et sa nature égoïste ne lui permettaient pas de laisser passer ça. Elle regarda le dos de son frère, releva le menton et lâcha son venin. Chaque mot était comme un couteau empoisonné, coupant la famille déjà pourrie. Ne sois pas si mesquin, Xavier, qu'une femme te manipule et que pour ça tu renies ta mère et ta sœur. De quoi te plains-tu? Si elle est partie, tant mieux, plus d'espace dans la maison. Si elle était si intelligente et si innocente. Maman ne l'aurait pas chassée dans la rue au milieu de la nuit comme une chienne. Les pas de Xavier s'arrêtèrent au milieu de l'escalier, ses mains serrèrent la rampe, ses phalanges craquèrent dans le silence mortel. L'espace dans le salon semblait gelé. La phrase cruelle de Lucie flottait toujours dans l'air. Elle était dense,
empestait l'égoïsme d'un parasite habituel. Xavier serra la rampe, les phalanges blanches, se retourna lentement. Son regard se posa directement sur sa sœur, puis sur sa mère assise majestueusement devant les fruits de mer. Il allait ouvrir la bouche, il allait dire quelque chose pour mettre fin à cette atmosphère suffocante. Une seconde, mais avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot, un son strident retentit. Crac. Sas. Le bruit de verre se brisant et se répandant sur le sol. L'écran de la télévision de 55 pouces du salon se fendit, noir comme de l'encre. Des étincelles électriques crépitèrent. L'odeur de plastique brûlé emplit l'air. Madame Carmen laissa échapper un cri déchirant. Lucie sauta de sa chaise, laissant tomber la fourchette qu'elle tenait. Xavier resta pétrifié dans l'escalier, les yeux grands ouverts. Tous les regards se tournèrent vers un coin du salon. Là se tenait Monsieur Manuel. L'obscurité de la cour entrait, marquant la silhouette mince et émaciée d'un homme de plus de 70 ans. Dans sa main, la canne en bois d'olivier qu'il utilisait quotidiennement tremblait encore. Il venait d'utiliser cette même canne pour asséner ce coup mortel au centre de l'écran du téléviseur. Le téléviseur qui, la veille au soir, avait été la cause directe de l'expulsion de sa belle-fille de la maison. « Manuel, tu es devenu fou ?» balbutia Madame Carmen, le visage sans une goutte de sang. « Ce téléviseur a coûté une fortune. Tu as eu une crise de folie pour le casser ainsi. » Monsieur Manuel ne regarda pas sa femme. Il posa sa canne sur le sol carrelé, haletant. Sa poitrine mince montait et descendait sous le vieux t-shirt. Pendant des années, cet homme avait toujours choisi le silence. Il se taisait quand il voyait sa femme insulter sa belle-fille. Il se taisait quand il voyait son fils être un lâche. Il se taisait en mangeant des plats insipides. Il se retirait dans un coin de la maison comme une ombre sans âme, parce qu'il était vieux, malade et souffrant. Il avait peur de devenir un fardeau. Il pensait qu'en endurant, la maison serait en paix, mais aujourd'hui, il ne pouvait plus endurer. La cruauté de sa femme et de sa fille avait dépassé la limite de ce qu'une personne consciente peut supporter. Il leva lentement la tête. Ses yeux étaient troubles. Mais son regard était aiguisé comme un couteau. « Je ne suis pas fou. » Sa voix était rauque, comme le bruit d'une scie coupant du bois. « La folle, c'est toi. Ce sont vous deux, mère et fille. Vous vous êtes ligués pour dévorer une jeune femme vivante et vous pouvez encore avaler de la nourriture ?» Madame Carmen pâlit. Elle n'avait jamais vu son mari avec une attitude de rébellion aussi terrifiante. Mais son habitude de dominer pendant des années la fit se hérisser rapidement. « Qu'est-ce que tu dis, vieux ? Que ai-je fait pour dévorer qui que ce soit ? Elle est partie toute seule. Maintenant, tu vas me jeter la faute sur moi. Regarde-toi. Hier soir, si tu n'avais pas mis la télé à fond, ta belle-fille aurait eu une excuse pour faire du scandale. Je t'ai défendu. Je l'ai chassée. Si tu ne me remercies pas. Au moins, ne prends pas son parti. » Monsieur Manuel rit. Un rire tordu et amer qui nouait l'estomac. Il frappa le sol avec sa canne. Clac, clac. « Tais-toi, ne me prends pas pour excuse. Hier soir, j'ai mis la télé à fond. Non parce que je suis un vieux capricieux, mais parce que je suis sourd. » Tout le salon sombra dans le silence. Xavier resta de marbre. Lucie ouvrit la bouche. Madame Carmen resta figée sur place. « Quoi ? Que dis-tu ? » Xavier balbutia en descendant rapidement les quelques marches qui lui restaient. « Papa, depuis quand es-tu sourd ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » Monsieur Manuel regarda son fils, qui était là, stupéfait. Son regard était plein de déception. « Et toi, quand saurais-tu ? Tu pars tôt et reviens tard. Tu ne te rends même pas compte que l'ampoule de la salle de bain est grillée depuis une semaine. Comment saurais-tu que ton père devient sourd de jour en jour dans cette maison ? La seule personne qui s'est rendu compte que je devenais sourd, c'est ta femme. » Madame Carmen esquissa une grimace, essayant de retrouver un peu de dignité. « Quel conte de fées ! Si elle savait que tu étais sourd, pourquoi est-elle descendue hier soir pour te crier dessus ? Ce qui se passe, c'est que le bruit la dérange. C'est tout. » Monsieur Manuel se retourna brusquement, pointant le bout de sa canne vers le visage de sa femme. « Et tu oses encore ouvrir la bouche.
Elle savait que je devenais sourd depuis 6 mois. Elle voyait que je l'appelais 2 ou 3 fois et qu'elle ne répondait pas. Elle voyait que je collais l'oreille à la vieille radio. Elle t'a parlé pour économiser de l'argent et me acheter un appareil auditif. Bon, mais qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Tu lui as dit de te donner l'argent, que tu le commanderais à une connaissance de l'hôpital pour que ça coûte moins cher. Madame Carmen recula d'un pas, les yeux exorbités. Il ne lui restait plus de sang dans le visage. Les mots de Monsieur Manuel étaient comme des coups de marteau frappant directement la façade d'hypocrisie morale qu'elle avait construite. Tu as pris 100 € à la fille. Elle a dû accepter des rapports fiscaux de tout un tas d'entreprises. Elle s'est usée les yeux devant l'ordinateur jusqu'à minuit pour réunir cet argent et te le donner. Et où est mon appareil auditif, Carmen? La question de Monsieur Manuel résonna avec force, déchirant toutes les dernières couches de camouflage. Il fit un pas en avant, acculant Madame Carmen contre le bord de la table en verre. Il n'y a pas d'appareil auditif, parce que tu as pris cet argent, la sueur et les larmes de ta belle-fille et tu l'as donné à Lucie, pour qu'elle paie les dettes de ses affaires frauduleuses. Tu m'as laissé devenir sourd comme un pot pour que je doive mettre la télé à fond sans m'en rendre compte. Et ensuite, tu as utilisé cette même excuse. Tu as attendu que la fille descende à minuit pour demander de baisser le volume pour lui sauter à la gorge en l'insultant et les chasser elle et l'enfant dans la rue pour que le lendemain matin tu puisses mettre les affaires de Lucie et occuper cette chambre. Tu es calculatrice, tu es si méchante que même le diable t'appellerait maîtresse. Xavier écoutait et sentait ses bras et ses jambes lâcher. Il regardait sa mère, une femme vêtue de vêtements de marque, les cheveux parfaitement coiffés, mais qui abritait en elle une âme pourrie et cruelle. Il s'avère que tout était un scénario parfaitement orchestré, de la boîte de faux médicaments aux 100 € de l'appareil auditif qui se sont volatilisés, de la télévision bruyante à minuit au défi de chasser la belle-fille de la maison. Tout cela juste pour soutirer de l'argent à Hélène et la faire passer pour coupable afin de pouvoir la chasser facilement. Lucie, voyant sa mère acculée, eut recours à son numéro habituel de victime. « Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es mon père. Si tu ne m'aimes pas, d'accord, mais pourquoi aimes-tu plus une étrangère? L'argent qu'elle a donné à maman me l'a prêté pour me sortir de ce pétrin. Qu'y a-t-il de mal à ça? Pour que tu fasses tout un scandale et que tu casses les choses de la maison. Elle s'est mariée. Elle doit savoir se sacrifier pour la famille de son mari. SAS. Une gifle retentit. Ce ne fut pas de Monsieur Manuel, mais de Xavier. La gifle fut si forte que Lucie tomba à plat ventre sur la table, faisant tomber assiette et couvert avec fracas. La sauce des fruits de mer éclaboussa sa robe de marque. Xavier était là, la main encore rouge. Il haletait, les yeux injectés de sang, regardant sa sœur. « Tais-toi tout de suite. Tu n'as pas le droit de prononcer le mot sacrifice. Tu es une sangsue. Toi et maman lui avez sucé le sang jusqu'à la dessécher. » Madame Carmen cria et se jeta pour embrasser Lucie. « Oh mon Dieu, tu frappes ta sœur. Pour une femme qui est partie, tu frappes ta propre sœur. Mon Dieu, tu vois? Cette maison a eu le malheur de donner naissance à un mauvais fils. » Monsieur Manuel n'a pas tenu compte des cris de sa femme. Il se redressa. La patience de toute une vie avait complètement brûlé cette nuit-là. Il fouilla dans la poche de sa vieille veste. Lentement, il en sortit une petite boîte en velours noir. Il en ouvrit le couvercle. À l'intérieur, un appareil auditif de bonne qualité, petit et sophistiqué, était soigneusement emballé. Monsieur Manuel leva la boîte. Sa voix devint calme, une tranquillité qui écrasait tous les pleurs et lamentations fins dans la pièce. « Savez-vous ce que c'est? C'est ce qu'Hélène m'a apporté en cachette au parc hier après-midi. Elle n'avait pas les 600 € à envoyer à cette maison, mais elle a emprunté de l'argent pour acheter cet appareil auditif à ce vieux. Elle a dit de le mettre pour ne pas me sentir si seul et ne pas avoir à écouter la télé si fort que ça me ferait mal à la tête. » Monsieur Manuel referma la boîte d'un coup. Son regard parcourut le visage pâle de Xavier, le visage baigné de larmes feintes de sa femme et le regard de haine de sa fille. « Elle a rompu avec vous, mais elle a tout de même laissé à cette maison une issue. Elle m'a tout de même gardé un peu de dignité à la fin de ma vie, mais vous ne le méritez pas. » Monsieur Manuel se retourna en s'appuyant sur sa canne et marcha lentement vers sa chambre sombre au rez-de-chaussée. Avant de fermer la porte, il laissa une sentence froide. « Les créanciers sont à l'affût là dehors. Vous vous êtes ligués pour la dévorer,
pour lui sucer le sang afin de vous entretenir. Maintenant qu'elle est partie, débrouillez-vous seul pour payer la dette. La porte en bois se referma avec un bruit sourd, laissant le salon rempli de verres brisés et de restes de nourriture. Madame Carmen s'assit par terre, incapable de pleurer davantage. Xavier regardait la désolation devant lui. Il réalisait que le prix de céder cruellement n'était pas une famille heureuse, mais la destruction à la racine. Il ne fallut que 3 jours pour que la façade brillante de la maison de 3 étages du centre s'effondre complètement. 3 jours depuis que la source de revenus de 600 € mensuels fut coupée et que le scénario d'utiliser l'argent des médicaments de Monsieur Manuel pour payer les intérêts de Lucie fut brisé à jamais. La punition ne vint pas sous forme de dispute, elle vint sous forme de visites inattendues. Le mercredi après-midi, 3 motos s'arrêtèrent devant le portail. 5 hommes corpulents, vêtus de chemises sombres, poussèrent silencieusement la porte en fer et entrèrent dans la cour. Ils ne criaient pas, ne portaient pas d'armes et ne faisaient pas de scène de film. Ils traînèrent simplement des chaises et s'assirent, les jambes croisées, au milieu du salon. L'un d'eux alluma une cigarette, soufflant la fumée vers le plafond et demanda avec arrogance à Madame Carmen, qui tremblait dans un coin de la cuisine. « Où est Lucie ? Elle a dit qu'en début de semaine sa mère nous paierait les sommes dues. Aujourd'hui, c'est mercredi. Où est l'argent ? » Madame Carmen, la femme qui se vantait toujours d'être la matriarche, celle qui utilisait toujours la moralité pour écraser sa belle-fille, n'avait plus une goutte de sang au visage. Elle se recroquevilla en se frottant les mains tremblantes. « Messieurs, s'il vous plaît, ayez un peu de considération pour ma famille. Nous traversons une mauvaise passe. Ma belle-fille vient d'accoucher, elle a pris l'argent et est partie. » L'homme laissa échapper un petit rire, un rire saccadé qui sortait de sa gorge. « Tu es déjà assez vieille et tu veux toujours nous faire croire que ta belle-fille est partie ou que tu l'as chassée ? Tout le quartier le sait. Nous ne venons pas réclamer de l'argent à ta belle-fille, nous venons en réclamer à ta fille. Quelle sorte ? Si vous n'avez pas d'argent, signez les papiers pour saisir les meubles de cette maison. Ne nous obligez pas à monter dans la chambre pour la sortir nous-mêmes. » Au 2e étage, la porte de la chambre était fermée à double tour. Lucie était cachée sous les couvertures, n'osant pas respirer fort. Xavier était assis sur les marches de l'escalier, assistant à toute la décadence de cette famille. Tout était exposé de manière crue. Il ne descendit pas. Il ne se proposa pas non plus comme garant, ni ne supplia pour sa mère et sa sœur. Pour la première fois de sa vie, Xavier réalisa qu'être un bon fils aveuglément, c'était creuser sa propre tombe et y sauter pour s'y enterrer. Xavier se retourna. Il entra dans la petite pièce qui servait autrefois de débarras, où il avait dormi ces dernières nuits. Il descendit la valise de l'étagère de l'armoire avec des mouvements lents et automatiques. Xavier y mit quelques vêtements, son ordinateur portable et ses documents personnels importants. Il ferma la fermeture éclair de la valise. Le son déchira l'air sec, tout comme la nuit où Hélène était partie, Xavier prit la valise et descendit les escaliers. Les huissiers étaient toujours assis accroupis dans le salon. Madame Carmen, voyant son fils avec la valise, courut vers lui et agrippa le bras de Xavier comme une planche de salut. « Xavier, où vas-tu ? Vas-tu nous abandonner, moi et ta sœur ? Tu es l'homme, le pilier de la famille. Affronte la situation et demande un délai pour ta sœur. Combien as-tu sur ton compte épargne ? Retire-le et paie-les, mon fils. » Xavier s'arrêta net. Il baissa les yeux vers les doigts ridés de sa mère, qui s'agrippait fermement à la manche de sa chemise. Son regard n'avait pas de colère, juste du vide et une déception qui s'était figée comme de la glace. Il desserra les doigts de Madame Carmen un par un, doucement, mais avec décision. « Je n'ai plus rien pour aider, maman. Mon argent, tu disais qu'il était pour que je devienne indépendant, que tu ne le gardais pas, mais ensuite tu as pressé le travail de ma femme pour entretenir Lucie. Maintenant tu me demandes d'assumer la charge. Avec quoi ? Avec ma vie ? » Madame Carmen resta stupéfaite. « Comment peux-tu dire ça ? C'est de ton propre sang. Tu vas rompre les liens familiaux pour suivre ta femme, n'est-ce pas ? » Xavier ne répondit pas. Il recula d'un pas, s'éloignant de l'atmosphère chargée de fumée de tabac. « Et de mensonges, débrouille-toi avec Lucie. Je me suis trompé en pensant que supporter, c'était maintenir la famille unie. Papa avait raison. Vous vous êtes ligués pour lui sucer le sang. Maintenant qu'elle est partie, supportez-vous seul. » Xavier se retourna,
passa devant les hommes corpulents et sortit directement par la porte, ignorant les cris et les pleurs fins de Madame Carmen, qui résonnaient derrière lui, ignorant le bruit des meubles qui commençaient à être détruits. Il sortit du hall et ferma la porte en fer. Pour la première fois de ses 30 et quelques années de vie, Xavier ressentit une libération douloureuse. Xavier appela un taxi. La destination n'était ni un hôtel ni une pension, mais le vieil immeuble d'appartement où Hélène vivait en location. Dans la tête de Xavier brillait un dernier rayon d'espoir. Il croyait que s'il osait rompre avec cette famille toxique, s'il se rangeait du côté d'Hélène, elle y repenserait. Il portait sa valise. Il portait le repentir et aussi un peu d'illusion sur l'indulgence de la femme à qui il avait donné sa jeunesse. Le taxi s'arrêta au pied de l'immeuble. Xavier prit sa valise et monta les 4 étages jusqu'à s'arrêter devant la porte en bois peinte en bleu clair. Il inspira profondément et frappa 3 fois. La porte s'ouvrit seule. Hélène était là. Son regard restait calme, sans une seule ride d'émotion. Elle regarda Xavier puis baissa les yeux vers la grande valise qu'il avait à ses pieds. « Tu viens voir l'enfant ? Aujourd'hui, ce n'est pas le week-end. » La voix d'Hélène était uniforme, ne montrant aucune bienvenue, mais n'était pas hostile non plus. Xavier déglutit. Sa voix était suppliante et tremblante. « Hélène, je suis parti de la maison, je les ai quittés. Les huissiers sont venus saisir les affaires de maman et de Lucie. J'ai tout vu clair. Je ne les défendrai plus. Je te choisis toi et mon fils. Laisse-moi entrer. Nous recommencerons à zéro. Je travaillerai dur. Je gagnerai de l'argent pour vous compenser tous les deux. Je te jure que jamais plus je ne laisserai souffrir la moindre injustice. » Xavier lâcha tout d'un coup, comme s'il avait peur que s'il s'arrêtait, Hélène lui claquerait la porte au nez. Il s'attendait à un regard tendre, un soupir de soulagement ou au moins une larme d'empathie. Mais Hélène resta juste immobile. Elle regardait l'homme brisé devant elle sans la moindre once de compassion. Sa main restait sur la poignée de la porte, maintenant une distance de sécurité sans lui permettre de franchir le seuil. « Tu es parti de la maison. » Hélène répéta la phrase de Xavier. Le ton était fin mais glacial. « Tu crois que cette action de ta part est un exploit ? » Xavier s'arrêta un instant. « J'ai rompu avec elle. J'ai reconnu mon erreur. Tu ne peux pas me pardonner une fois. » Hélène secoua la tête. Le léger sourire sur ses lèvres fit que Xavier se sentit étouffé. « Xavier, tu n'es pas parti de cette maison parce que tu m'aimes, ni parce que tu as soudainement réalisé la vérité pour protéger ta femme et ton fils, mais parce que cette maison est maintenant devenue un puits de dettes pourries. Tu es parti parce que tu as peur que ça t'éclabousse. Tu fuis la charge que ta mère et ta sœur veulent t'imposer. Non pas parce que tu viens ici, parce que tu me choisis. » Chaque mot d'Hélène était comme un bistouri disséquant jusqu'au fond l'égoïsme enraciné de Xavier. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais il avait la gorge nouée car au fond, il savait qu'Hélène avait raison. Si aujourd'hui les créanciers n'étaient pas venus, si Lucie s'était simplement installée avec eux, il aurait probablement continué à fermer les yeux. Il aurait continué à apporter ponctuellement l'argent des dépenses à Hélène et à lui conseiller d'être moins orgueilleuse et de revenir. « Hélène, je t'en supplie. Vraiment, je ne savais pas que maman te trompait avec l'argent des médicaments de papa. Ils m'ont trompé. Je ne voulais pas te pousser dans l'abîme. » Hélène laissa tomber ses bras. Son regard vers Xavier était maintenant comme regarder un brouillon mal écrit dès la première ligne. Et il n'y avait plus moyen de l'effacer. « Oui. Tu ne savais pas que ta mère me trompait avec l'argent, mais tu savais que je devais rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour faire des rapports fiscaux ? Tu savais que je devais utiliser de vieux soutiens-gorge pour économiser de l'argent pour les couches de l'enfant ? Tu savais que ta mère m'insultait et me méprisait à chaque repas. Tu savais tout ça et qu'as-tu fait ? Tu m'as attrapé par le bras et tu m'as dit d'endurer pour avoir la paix. Tu m'as dit que le bruit de mon clavier te dérangeait. Tu m'as obligé à demander pardon à ceux qui me suçaient le sang. » Le calme d'Hélène était plus terrifiant que n'importe quelle insulte. Elle ne criait pas et ne pleurait pas, elle exposait juste la vérité. Une vérité que Xavier n'avait aucun moyen de nier. Xavier tomba à genoux. Ses genoux heurtèrent le froid du couloir. Les larmes coulaient à flots. « Je me suis trompé, mais à ce moment-là je n'avais pas d'argent. Je pensais qu'en tant qu'homme je devais remplir mon rôle de fils. Je ne savais pas comment bien faire des deux côtés. » Hélène regarda l'homme agenouillé devant elle.
L'homme qui avait été le soutien de sa jeunesse n'était plus que pathétique. Elle recula d'un pas. Elle tendit la main pour fermer la porte. Avant que le verrou ne tombe, Hélène regarda Xavier d'un regard calme, sans une seule onde. Elle laissa échapper une dernière phrase, étouffée, mais avec assez de force pour condamner le reste de sa vie au remords. Tu ne t'es pas trompé parce que tu étais pauvre, tu t'es trompé parce que tu as choisi d'être un bon fils au prix du sang et de la sueur de ta femme et de ton fils. Clac. La porte en bois se referma, clôturant un mariage, clôturant les jours d'humiliation, laissant Xavier dans le couloir froid à côté de la valise qui contenait le repentir qu'il n'aurait jamais l'occasion de réparer. Le temps n'a jamais été une médecine magique capable d'effacer toutes les blessures, mais le temps est le filtre le plus juste. Il préserve la paix pour ceux qui savent lâcher prise et attachent les têtus à la chaîne perpétuelle de la conscience. 1 an plus tard, Madrid entrait dans les premiers jours de l'automne. Le soleil ne brûlait plus. Le vent frais de la Sierra caressait les cimes des vieux arbres du Retiro. Hélène ouvrit la fenêtre de son appartement, laissant entrer l'air frais du matin. Cet appartement était plus spacieux que la location de l'année précédente. Elle l'avait acheté avec ses économies plus laides de l'expansion de son entreprise de comptabilité indépendante. Elle n'avait plus à travailler toute la nuit en serrant les dents pour payer des factures absurdes. L'argent qu'elle gagnait servait maintenant à sa vie et à celle de son fils. Léo avait déjà plus d'1 an et demi. L'enfant faisait ses premiers pas hésitants. Ses rires résonnaient dans toute la maison. Cette innocence se nourrissait dans un environnement sain, où il n'y avait pas d'insultes perçantes, d'impositions cruelles ou de bruits stridents à minuit. En contraste complet avec cette atmosphère tranquille et pure, la vie de Xavier était une chaîne de jours suffocants. La maison de 3 étages au centre. La fierté de toute une vie de Madame Carmen, a finalement dû être hypothéquée puis mal vendue. L'argent de la vente de la maison a payé toutes les dettes de Lucie. Il ne resta qu'une petite somme. Suffisante pour que toute la famille achète un vieil appartement en banlieue. D'homme à succès, aux vêtements toujours repassés, Xavier avait maintenant l'apparence d'un somnambule. Il prenait 2 projets supplémentaires pour travailler jour et nuit afin de subvenir aux dépenses d'une grande famille. Madame Carmen n'avait plus la force de faire l'importante. Elle avait vieilli d'un coup. Elle passait la journée enfermée entre les 4 murs étroits, regardant sa fille chérie, qui devait maintenant travailler comme caissière dans un supermarché, et passait la journée à se plaindre et à reprocher à sa mère de ne pas avoir pu conserver la maison. Monsieur Manuel restait aussi silencieux. Il portait l'appareil auditif que sa belle-fille lui avait acheté, mais il parlait beaucoup moins. Souvent, il s'asseyait sur le balcon en regardant la rue, s'enfermant dans son propre monde, pour ne pas avoir à entendre les disputes et les reproches mutuels de sa femme et de sa fille. C'était le prix du karma. La punition la plus cruelle ne venait pas de la loi, mais du fait qu'ils devaient vivre ensemble, liés l'un à l'autre dans la pauvreté et le ressentiment. Aujourd'hui, Xavier et Hélène allaient au tribunal. Il n'y eut pas de dispute houleuse pour les biens, pas de pleurs bruyants. Toutes les formalités furent rapides, civilisées et froides. Hélène ne demanda pas à Xavier de partager les biens, car cette maison n'existait plus. Elle précisa seulement la pension alimentaire mensuelle pour Léo avec une précision millimétrique. La transparence, l'équité, était la seule chose qui restait entre les deux. Assis l'un en face de l'autre, dans un petit café près de la porte du tribunal, Xavier regardait la sentence de divorce sur la table. Sa signature était encore fraîche. Le papier était fin, mais il avait officiellement coupé le dernier lien. « Comment allez-vous, toi et l'enfant, dernièrement ?» Xavier brisa le silence. Sa voix était rauque, chargée d'une tristesse impossible à cacher. Hélène but une gorgée de camomille. Elle hocha la tête. « Nous allons bien. » Léo a dit son premier mot. « Maman, avant-hier. » Le regard de Xavier s'assombrit. Il avait manqué trop de choses. Il avait manqué le sourire de sa femme. Le premier mot de son fils, juste parce qu'il était occupé à poursuivre une piété filiale toxique. « Je suis désolé. » Xavier répéta cette phrase, bien qu'il sût qu'elle n'avait plus de valeur. « Si ce jour-là je ne t'avais pas forcé à supporter maman, si je t'avais défendu résolument dès le début. » « Il n'y a pas de si, Xavier. » Hélène interrompit ses mots. Sa voix restait douce, sans ressentiment. « Chacun de nous doit payer le prix de ses propres décisions. Tu as choisi la paix feinte. Tu as choisi de fermer les yeux sur l'injustice et j'ai choisi de me sauver moi-même. »
Hélène mit la sentence de divorce dans son sac. Elle se leva. Sa silhouette était svelte, libre comme un oiseau qui s'est débarrassé de ses chaînes. La pension, verse-la sur le compte en début de mois comme convenu. Je m'en vais. Il est temps d'aller chercher Léo. Hélène se retourna et s'en alla. Elle ne regarda pas l'homme qui avait la tête baissée sur le café amer. Son calme était un point final parfait, sans place pour la nostalgie ou la pitié. Au coucher du soleil, la lumière du soleil couchant projetait des rayons dorés et fanés sur le parc près de l'immeuble d'Hélène. Xavier ne rentra pas immédiatement chez lui, il gara sa moto au coin de la rue et resta caché derrière un grand arbre, les yeux fixés sur l'aire de jeu pour enfants. Là, Hélène jouait avec Léo. L'enfant portait un ensemble rose clair et riait aux éclats quand sa mère le lançait en l'air. Hélène riait aussi. Un rire éclatant, pur et plein de bonheur. Le rire qui, pendant ces 3 années d'épouse, avait été enterré sous les soucis, sous les factures de médicaments et sous les insultes de sa belle-mère. Elle ne l'avait jamais montré une seule fois. Le vent d'automne agitait ses cheveux. Xavier resta immobile, le cœur serré. Il avait mal à la tête comme si des milliers d'aiguilles la transperçaient. Il réalisa que cette femme merveilleuse, ce foyer rempli de rire, aurait dû lui appartenir. Les souvenirs de cette nuit fatidique revinrent, le bruit du téléviseur, les pleurs de son fils et sa main, au lieu de protéger sa femme, l'attrapant par le bras, l'attirant, l'obligeant à demander pardon pour l'arrogance de sa mère. Le moment où il lui lâcha le bras pour qu'elle prenne la valise et s'enfonce dans la nuit. Ce fut aussi le moment où il jeta lui-même par-dessus bord le vrai bonheur de sa vie. Il ne perdit pas sa femme parce qu'il était pauvre. Il perdit tout parce qu'il utilisa la lâcheté pour couvrir l'amour familial. Il utilisa le sang et la sueur de sa compagne de vie pour le sacrifier à ce qu'ils appelaient la moralité familiale. Léo courait en titubant sur l'herbe. Il tomba et se releva juste pour courir dans les bras de sa mère. Hélène serra son fils dans ses bras et lui donna un baiser sur la joue. La scène était si paisible qu'elle faisait mal. Xavier se retourna lentement, remonta le col de sa veste et marcha d'un pas lourd, lugubre, vers la fin de la rue, où la lumière du soleil s'éteignait. Il devrait retourner à cet appartement suffocant de la banlieue pour affronter les plaintes de sa mère, l'égoïsme de sa sœur et l'énorme dette qui pesait sur ses épaules. La sentence de la vie ne sont pas les barreaux d'une prison. La sentence la plus cruelle, c'est quand on doit vivre jusqu'à la fin de ses jours avec la lucidité de se rendre compte clairement qu'on a perdu le plus précieux par sa propre indifférence et son hypocrisie morale. Le bruit des feuilles sèches craquant sous ses chaussures. L'ombre de Xavier s'allongeait sur l'asphalte, solitaire et silencieuse. Un silence de repentir éternel qui ne pourrait jamais être racheté.